Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. On est mardi, il est 9 heures. On est en live dans le groupe Facebook Rassemblimo. J'espère que vous êtes en grande forme en ce mardi matin. C'est votre rendez-vous pour faire le plein de caféine, mais pas que, de bonnes pratiques, de bonne humeur, d'astuces pour faire de vous des conseillers immobiliers qui performent dans votre activité. Je vois que vous êtes quelques-uns à commencer à vous connecter. Faites-nous absolument un petit coucou dans le chat. Voilà, pour qu'on se sente moins seul avec Mathieu. Voilà, on a des gens qui nous disent bonjour. Et là, c'est le parfait exemple. Si vous faites partie de ceux dont je ne peux pas afficher le nom et la photo de profil, vous avez un petit lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez dessus, il doit s'appeler Comment Issues. Et vous cliquez dessus et ça va donner l'autorisation à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil. Là. Ce qui va, comme par exemple, comme Nadia, voilà, qui nous dit bonjour et dont on voit la photo et le nom, comme Capucine, comme Johan. Voilà, faites cet exercice-là, ce qui va nous permettre voilà, de savoir à qui on s'adresse lorsque vous nous posez des questions, lorsque vous interagissez. Vous êtes déjà nombreux à être connectés. Merci beaucoup, encore une fois, à tous d'être présents. Salut François, salut Julien. Salut Stéphanie. Stéphanie nous demande si elle est à l'heure où tu es autant à l'heure que nous, c'est-à-dire ce petit 9h02 habituel. Donc c'est cool. Salut Franck. Salut Ori. Euh, non, mais c'est, tu sais, Ori, la répétition, c'est important pour la mémorisation. Puis on a plein de nouvelles personnes aussi dans le groupe, c'est aussi pour ça, puisque j'ai la bonne surprise de voir que ces derniers temps, on a beaucoup de gens qui nous ont rejoints dans le groupe de manière assez spontanée. Donc ça, c'est chouette. Voilà, vous êtes plus de 25 à être déjà connectés. C'est le moment pour moi, du coup, de demander à mon invité du jour de se présenter parce qu'on va parler d'un sujet ô combien important dans votre activité qui s'appelle la prospection. On en a un petit peu parlé avec Clémence Serraz il y a 2 semaines. Je sais que ça vous avait beaucoup plu, mais on avait aussi parlé de vente en général. Avec Mathieu, on va essayer d'être très sharp dans ce qu'on va vous apporter aujourd'hui, notamment sur votre organisation, l'organisation de votre prospection, la stratégie, le suivi de vos prospects, voilà, des choses moins dans le comment que dans la partie organisationnelle. Mais en tout cas, Mathieu, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers qui sont là avec nous ce matin? Vous êtes 27 connectés, je ne vois que 2 likes, donc il y a quelque chose qui tourne par là. Vas-y, Mathieu. Bon, allez, on va envoyer du gros like. Donc bonjour à tous, moi je suis Mathieu Doumalin, ça fait maintenant 10 ans que je fais du développement commercial et 4 ans que j'ai créé Destination Client, un organisme de formation destiné aux entrepreneurs indépendants avec pour mission de rendre la prospection plus facile et plaisante pour eux qui sont excellents dans leur métier mais qui ne se sentent pas forcément avoir la fibre commerciale. Alors je sais que c'est pas forcément le cas de l'audience à laquelle on s'adresse aujourd'hui, puisque cette fibre commerciale, vous l'avez en vous normalement. Mais en tout cas, moi, ma mission, voilà, c'est au sein de Destination Client d'aider des personnes qui sont excellentes à savoir mieux prospecter. Et derrière le mieux, il y a évidemment la question d'efficacité, mais il y a aussi la question de plaisir. Et voilà, c'est vraiment le sujet que je porte depuis maintenant 4 ans avec toute mon équipe au sein de Destination Client. Mathieu, c'est quoi ton parcours finalement avant Destination Client? Parce que nous, on se connaît, je pense, depuis presque les débuts de Destination Client. Ça fait à peu près 3 ans maintenant qu'on se connaît. Mais avant tout ça, tu peux nous donner un peu de contexte? Ouais, alors en fait, moi, avant de lancer Destination Client, j'étais salarié, comme je pense certains d'entre vous. Et j'ai fait de la vente, de la prospect pour différents types de structures. Donc, j'ai bossé pour du B2C, pour du B2B. J'ai travaillé en magasin aussi. Enfin, j'ai vraiment évolué dans différentes facettes de la vente avec ce petit, tu vois, ce petit truc entrepreneur qui fait dire enfin, vraiment un signe qui, quand tu regardes mon CV, en fait, je suis pas resté plus d'1 an et demi dans la même boîte. Ok, comment tu l'expliques? Je l'explique parce que je me suis jamais vraiment bien retrouvé dans une boîte. Je pense que c'est plus lié à ça. Il n'y avait jamais une mission qui me plaisait vraiment. Je me sentais toujours à un moment contraint, contrit et, euh, et du coup, j'avais vraiment cette envie au fond de moi de faire les choses comme je le sentais, tu vois, comme je le voulais. Vraiment, le poids hiérarchique était souvent un facteur dérangeant. J'ai eu une expérience professionnelle aussi qui a été particulièrement traumatisante
puisque j'ai été directeur de magasin à un moment donné et c'était tellement chaud au niveau de la pression euh, et de ce qu'on me demandait alors qu'on ne m'avait pas donné les cartes en main que j'ai passé un an à pleurer tous les midis, à appeler ma mère parce que j'en pouvais plus. Enfin bon, bref, tu vois le genre de truc, quoi. Et donc, en gros, voilà, ça a mûri en moi cette idée de OK, je veux vraiment pouvoir lancer mon entreprise, mon truc, comme pour pouvoir pas forcément être libre, mais surtout pour pouvoir faire les choses comme je le sens, être indépendant, dans le sens pouvoir lancer mes projets comme je le sens, avec ma vision, avec mes valeurs, et pouvoir pleinement m'exprimer dans ce que je crée et dans ce que je fais. Et donc voilà, en fait, lors de ma dernière expérience, j'étais directeur commercial dans une startup. Euh, J'avais cette idée en tête, mais je savais pas forcément quelle entreprise créer. Et donc, du coup, l'histoire de Destination Client a commencé un midi de septembre 2016 où j'ai déjeuné avec une amie qui s'appelle Amandine, qui est décoratrice d'intérieur euh, et qui est à son compte à cette époque depuis 6 ans. Mais voilà, elle m'exprime le fait ce midi-là qu'elle ne sait pas trop comment développer son activité. Euh, elle sait pas comment trouver régulièrement de nouveaux clients, mais sans passer pour le commercial requin, costume cravate, qui fait du porte-à-porte, tu sais, pour te vendre sa brochure. Enfin, en tout cas, elle avait vraiment une image. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous faites face aussi à cette image qu'on peut se faire du commercial, du prospecteur, etc. Et vous la vivez de plein fouet, l'image qu'ont les personnes de vous alors qu'ils ne vous connaissent pas encore. Et bref, elle voulait surtout pas vivre ça. Donc, euh, je vais bosser avec Amandine à cette époque de septembre à décembre 2016 en parallèle de mon taf pour l'aider du mieux que je peux à cette époque. Voilà, l'aider à développer des stratégies, mettre en place des plans d'action, un peu la coacher, tu vois, comme je le sentais à l'époque, sans aucune méthode, mais juste avec le cœur et l'envie d'aider une pote. Ça a vachement bien fonctionné puisque en mars 2017, donc en gros 6 mois après qu'on ait commencé à bosser, elle m'annonçait qu'elle avait déjà fait en 3 mois le chiffre d'affaires de toute une année. Euh, et pour moi, en fait, ça a été le déclic. Tu vois, je me suis dit, OK, bon, bah, si en n'ayant aucune structure, j'arrive à aider une pote comme ça qui vraiment partait de loin, enfin, de son propos, tu vois, elle partait de loin, elle restait chez elle, elle était derrière son ordi, moins elle voyait de gens, mieux elle se portait et tout machin. Et donc, du coup, en fait, comme ça a cartonné, bon, bah, ça a été pour moi le déclic. C'était un peu ce qu'on appelle le product market fit. Ouais. Et en tout cas, les premières bribes. Et donc, du coup, c'est comme ça que s'est lancée l'aventure Destination Client officiellement en juin 2017. Alors, je vais faire comme si j'allais pas me vexer de découvrir des choses de toi lorsque je t'interviewe devant des gens que lorsqu'on discute en parallèle, mais bon, on va faire comme si. Euh, Avant qu'on pose nos premières questions à Mathieu, n'hésitez pas à poser les vôtres parce que cette interview, c'est vous aussi qui allez nous guider sur la manière de la vivre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Mathieu sur la prospection, etc. On sera bien évidemment ravis de répondre plutôt à vos questions qu'aux miennes. Donc, n'hésitez pas à interagir pendant cette interview. Mathieu, du coup, si on se concentre sur notre sujet notamment, Ouais. et on va le prendre un petit peu dans l'ordre du point de vue de la stratégie de prospection, avant l'organisation, on va dire, et le suivi. C'est quoi les composantes finalement d'une bonne stratégie de prospection chez un indépendant? Et je sais que ce que tu enseignes pour les indépendants de tous bords a tout à fait du sens aussi pour les conseillers immobiliers qui nous écoutent. C'est quoi les composantes d'une stratégie de prospection? Alors, moi, je considère que la première composante, alors, c'est un peu un mix, mais il y a une question de positionnement et de cible qui est Ok. super importante et qui va de pair avec l'offre et le discours que tu vas tenir de manière générale. Ça, c'est ce que j'appelle les fondations. Parce que le but, quand on est indépendant, c'est de construire une stratégie de prospection dans laquelle on va se sentir à l'aise et voire même une stratégie en fait qui va nous plaire. Et donc du coup, il y a une question de positionnement premièrement parce que eh bien, il faut déjà savoir à qui on va s'adresser et comment est-ce que on va se différencier des solutions alternatives qui sont disponibles pour ces personnes auxquelles on va s'adresser. Donc il y a une vraie notion de réflexion profonde autour de à qui, quel va être mon client idéal ou ma cible, qu'est-ce qui va faire de moi, vraiment d'un point de vue purement rationnel, ma spécificité, ma différence, etc. Et tout ça, en fait, bah, ça vient quand on est indépendant. En fait, moi, je trouve qu'un des avantages fondamentaux à être
un entrepreneur indépendant, c'est qu'on peut partir de soi. Tu vois, on part de sa personnalité, on part de ce qui nous anime, de nos valeurs, de notre mission, de notre pourquoi. Alors, ça peut paraître un peu lointain pour certains, mais je sais qu'on en parle beaucoup, beaucoup tous les deux, Seb, et quand on l'applique du coup au métier d'agent immobilier, bah, toi, tu poses souvent la question de prime abord, c'est pourquoi tu es devenu agent immobilier? Au final, euh, rester trop en surface sur cette question, bah, c'est se tirer une balle dans le pied parce que derrière cette question se cachent tous les arguments qui vont justifier auprès d'une personne avec laquelle on a vraiment envie de travailler, les mots qui vont vraiment faire déclic, qui vont faire sens, sur lesquels, au travers desquels, en fait, on va pouvoir mettre une vraie charge émotionnelle, une vraie intention, une vraie volonté. Et c'est, euh, encore une fois, je comprends que ça puisse paraître lointain pour certains, mais il faut comprendre que ce qui fait que quelqu'un en bout de chaîne décide de travailler avec nous ou pas, c'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre sur le papier, c'est parce qu'on a réussi à lui faire prendre émotionnellement une décision en notre faveur. C'est parce qu'on a créé un ensemble d'émotions positives, de confiance, d'énergie, qui fait qu'au final, la personne va travailler avec nous ou pas. Et tout ça, en gros, du coup, ça remonte à se demander, OK, bon, bah, qu'est-ce qui fait de nous, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi cette voie, quelle est la mission qu'on se porte. Et du coup, parce qu'on réfléchit à ça par rapport à sa propre personne, eh bien, on a déjà ici les premiers éléments de différenciation par rapport au reste du marché. Si je me fais l'avocat du diable de ce que tu dis là, euh, comment, et pour peut-être clarifier pour tout le monde, puisque toi comme moi, on prône cette idée d'avoir une prospection qui soit la moins égocentrée possible, c'est-à-dire qui soit vraiment dans l'apport de valeur, etc., qui soit vraiment centrée sur les besoins de ces personnes qu'on va chercher à cibler, dont tu parlais tout à l'heure. Pour autant, ça part de soi, de ce que tu nous dis. Ouais, donc du coup, ouais, Voilà, c'est où le truc, le truc, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où j'identifie ce qui m'anime, je crée mon élément de différenciation. Donc là, on est aussi dans l'offre, alors que dans ma partie très production de contenu de prospection, là, je vais être centré sur les besoins, les désirs, les peurs et les douleurs de mon prospect. C'est ça? ouais, alors, oui, en fait, il y a un peu une phrase je crois que c'est Gandhi qui dit ça, hein, alors je sais plus, je suis très mauvais en citation, mais avant d'aider les autres, aide-toi toi-même. Bah, c'est un peu pareil en prospection, tu vois. Avant de pouvoir aider les autres, il faut que tu te connaisses toi-même et que tu saches, en gros, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te motive, en gros. Parce que la prospection, en soi, c'est un acte qui est vraiment difficile. Et moi, je sais, je l'ai vécu pendant des années quand je prospectais pour les autres et où ça faisait pas sens pour moi. Bah, du coup, en fait, même si j'étais vachement organisé, même si j'étais très bon dans mon métier, bah, au final, il y avait toujours de la résistance parce que j'avais pas une raison d'aller rencontrer des gens pour leur dire, mais si, voilà, je peux vraiment vous aider dans votre projet. Enfin, tu vois, d'avoir vraiment cette volonté, cette passion qui fait que, OK, bah, tous les jours, on est capable de se bouger et de se dépasser. Donc, en gros, le juste milieu entre être égocentré et apporter de la valeur. Euh, Attends, Avant, vas-y. tu dis c'est quand tu là et là-bas, ça passe. C'est vrai, ça passe. Ça Ça passe. passe, en vrai, en vrai. Ça passera toujours. Merci Ori, merci pour le Le conseil. tips. Euh, ouais, ce que je voulais dire, c'est que euh, pour que tu sois dans l'apport de valeur, il faut déjà que tu saches pourquoi est-ce que tu vas l'être, tu vois, personnellement. Et à partir du moment où tu es parfaitement aligné, bah, tu ouvres la voie à une pleine générosité parce que tu n'es jamais en fait en train d'essayer de ramener de la théorie, tu vois. On te dit, voilà, tu apportes de la valeur, ok, bah du coup, en général, les premières questions qui viennent, bah ouais, mais si j'en donne trop, les gens vont pas avoir besoin de moi, machin et tout. Et en fait, je pense qu'un des premiers éléments à ces craintes, à ces peurs, c'est déjà d'être parfaitement aligné avec ce qui t'anime pour que toi, derrière, tu te dises, mais j'en donne jamais assez de toute façon. C'est tellement un truc qui m'anime, qui me booste, tu vois, ça me tire de l'intérieur vers l'extérieur que bah ouais, si même au pire, si j'arrive à aider quelqu'un à le faire tout seul, bah au final j'accomplis ma mission, donc presque c'est une bonne nouvelle, Ok. tu vois. Et, Super. euh, et en gros, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là en fait où oui, il faut prendre du temps de partir de soi
non pas pour se complaire et pour se dire ouais, t'es une bonne personne et tout machin. Non, c'est plus pour se dire ok, si je veux bien prospecter, il faut que je sache, il faut que j'ai un vrai et très fort pourquoi, un vrai why qui me pousse, une vraie mission qui me porte. Cette mission en soi, elle est différenciante parce que elle vient de nous et nous, on est voilà, on nous est propre. Et après, le but, en gros, c'est de réussir à comprendre sur le marché quelles sont les personnes qui vont vraiment résonner avec cette mission. Et puis après, tu le couples avec. Et là, on va peut-être y arriver un cran plus loin. C'est que, en général, alors surtout quand on est sur le marché de l'immobilier où il y a je ne sais plus combien de transactions et de biens à vendre par an, mais bon, c'est un marché qui est assez dingue, quoi. Il y en a vraiment pour tout le monde. 1 million de Et, transactions. ouais, voilà, bon, ça pèse un peu, quoi. Donc là, souvent, le danger, c'est de se dire, euh, je vais essayer de m'ouvrir le plus de portes possible. Et, euh, et en fait, c'est là où il y a le deuxième blocage en matière de prospection. C'est OK, donc tu es parti de toi, tu as ta mission, tu sais pourquoi tu vas te lever le matin, etc. Et, euh, et après, du coup, comme tu es porté par ta mission, tu as envie que tout le monde entende parler de toi. Et c'est là où vient le deuxième grand blocage, c'est de se dire que tout le monde, tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les ressources de te faire entendre de tout le monde de toute façon. Et donc, du coup, il faut que tu choisisses tes premiers combats. Ok. Et en tout cas, tes premiers combats ou tes combats de manière plus lointaine. Mais là, du coup, c'est là où vient la notion de cible. C'est de savoir exactement à qui tu vas t'adresser. Et donc, du coup, c'est là où il faut que tu aies une cible assez restreinte pour être sûr que ton message, il passe bien au moins auprès de cette personne-là. Et donc, du coup, en fait, tu te concentres là-dessus pendant un certain temps jusqu'à ce que vraiment tu sois assez à l'aise avec cette cible pour pouvoir éventuellement soit passer à un deuxième niveau, soit étendre. Après, quand tu appliques ça au marché de l'immobilier, je sais que euh, toi, tu parles de boîte aux lettres. Il y a une notion de boîte aux lettres, non, à un moment donné? En fait, il y a dans l'agent IMO, donc là, ce que j'entends que dans la stratégie, il y a le sens de la prospection et le sens, parce qu'on a une question de Nadia, par exemple, sur l'échec. Ouais. Prenons ça. On a Nadia qui nous dit comment gérer l'échec malgré la mission accomplie de la bonne prospection, quelle stratégie tenir. Et en fait, dans cette idée d'échec, ça part exactement de ce que Mathieu vient de nous dire, c'est-à-dire s'il y a du sens et s'il y a un feu sacré dans la prospection, il y a résilience très souvent parce que finalement, jour après jour, animé par la mission qui est la nôtre, il y a la motivation, il y a la persistance, il y a la résilience. Comment vivre l'échec? Il n'y a pas vraiment de tips pour savoir comment vivre l'échec. Il y a juste être suffisamment ancré sur ce feu sacré dont tu nous parlais tout à l'heure pour être OK avec le fait que ce métier que l'on pratique de conseiller immobilier plus que tout autre, c'est 90% d'échecs. Donc, tu nous disais que dans la stratégie, il y a le sens des choses, il y a la cible. Et là, en tant que conseiller immobilier, c'est là qu'il y a un biais, c'est qu'on a tendance à dire, et je l'ai souvent dit, que tout le monde est notre cible quand on est conseiller immobilier, en tout cas d'un point de vue, mis à part l'aspect géographique. Donc oui, il y a un aspect géographique qui va forcément circonscrire notre action, mais tout le monde a potentiellement un projet immobilier quand tu es en société. Il y a assez peu de métiers où tu peux être sûr que quand tu es dans une tablée de 20 personnes, tout le monde a potentiellement un jour besoin de toi. Et c'est la vérité. Donc, c'est une difficulté des conseillers immobiliers, c'est de se dire, en fait, en vrai, tout le monde est un prospect potentiel, ce qui ne nous aide pas à clarifier le contenu qu'on va effectivement produire. Et je sais, pour avoir discuté avec toi lors d'une interview dans l'autre sens il y a quelques temps, que il y a, pour sortir le conseiller immobilier du tous les mêmes, parce que nous, ce qu'on vit au quotidien dans l'immobilier, c'est vous êtes tous les mêmes. Ouais. Vous avez les mêmes services, ce qui est vrai, et vous vous racontez tous la même chose, et voilà, vous êtes tous les mêmes. Et quand on le dit, en plus, c'est pas dit, vous êtes tous géniaux. C'est pas comme ça. On est tous les mêmes, mais en plus, vous n'êtes pas tous géniaux. Et c'est là, en fait, où il y a une prime, et c'est ce que tu es en train de dire, au fait de se nicher aussi. Ça peut avoir beaucoup de sens pour vous, conseiller immobilier qui nous écoute, dans ce que vient de dire Mathieu par rapport à la cible, de vous dire que peut-être, votre facteur différenciant, votre unicité, c'est d'être le spécialiste d'un micro-quartier, d'être le spécialiste des fonds de commerce, d'être le spécialiste du viager, d'être le spécialiste des successions, d'être le spécialiste des divorces, des familles, des maisons jumelées, des constructions. Mais à un moment donné, d'aller trouver quelque chose qui fait qu'on va penser à vous et rien qu'à vous pour une spécificité qui est la vôtre, qui vous détache du lot,
parce que vous êtes immédiatement identifié comme un expert d'un domaine très particulier de la profession. Ça, c'est ce que Mathieu, tu partages. Donc, c'est le sens des choses, la cible, donc à qui je m'adresse. Et dans le à qui je m'adresse, j'imagine, Mathieu, qu'on va chercher de manière très profonde ce que vivent ces Ouais, bah gens-là, c'est oui. ça? Ouais, alors moi je suis vraiment très friand euh, de ce qu'on appelle la stratégie du client idéal. La stratégie du client idéal, c'est de savoir, OK, bon, bah, parmi toutes les personnes auxquelles vous pouvez vous adresser, en fait, c'est de distinguer plusieurs types de clients. Vous allez avoir des clients avec lesquels, OK, vous allez pouvoir les aider, mais pour vous, ça ne va pas être une source de plaisir. Vous n'allez pas vous sentir méga à l'aise parce que il y a certaines contraintes, il y a une certaine philosophie, il y a une certaine psychologie, il y a un ensemble de trucs qui fait que vous n'allez pas être dans votre zone de plaisir et que du coup, bon, bah, ça va tirer sur la corde. Et vous avez des clients avec lesquels vous voulez absolument pas bosser parce que soit vous vous sentez pas dans votre zone d'expertise, soit ce sont vraiment des personnes avec lesquelles ça matche pas. Et vous avez ce que j'appelle donc du coup les clients idéaux. Vraiment, les clients idéaux ce sont les personnes, mais si vous aviez que des clients comme ça, mais ça serait rêvé, ça serait royal. Et en gros, le but de la démarche, c'est effectivement alors, quand tu pars de ta spécialité, quand tu pars de toi, du coup, un des trucs, la deuxième étape, c'est effectivement de comprendre bah, comment toi, tu peux te spécialiser. Donc, du coup, comme tu disais, hein, quand on est agent IMO, il y a plusieurs stratégies possibles, plusieurs axes. Euh, et puis, je pense que vous pouvez aussi faire un melting pot, etc., en fonction de là où vous êtes, en fonction des opportunités potentielles. Et le cran suivant, c'est de se dire, OK, bon, bah, dans cette niche, vraiment, moi, les clients avec lesquels je bosse le mieux, les clients que je rêve d'avoir, ce sont ces clients-là. Et donc, du coup, une fois qu'on commence qu'on commence à se dire, OK, bah, moi, ces clients-là, je les adore, eh bien, c'est d'aller vraiment en profondeur euh, dans ce qu'ils sont et comment ils vivent ce projet immobilier. Donc, le but de cette démarche, c'est pas de se dire, OK, bon, bah, moi, mon client idéal, c'est Jocelyne, elle a 46 ans, etc. Et le but, c'est pas de dresser un portrait factuel. Le but, c'est vraiment de comprendre quelles sont les motivations intrinsèques, extrinsèques à leur projet, quels sont les blocages qui leur sont spécifiques, aussi bien d'un point de vue opérationnel que émotionnel. Quels vont être toutes les questions, les doutes qu'ils vont se poser. Et en fait, quand on rentre dans quand on rentre dans ce niveau de détail, alors la démarche, elle est très simple. C'est si vous êtes déjà en activité et que vous voulez commencer à faire cet exercice, bah, le mieux, c'est de recontacter tous les clients avec lesquels vous avez bossé, de leur poser et de leur demander s'ils ont eu 20 minutes à vous accorder pour reparler de ce projet immobilier qu'ils avaient eu à l'époque où vous aviez bossé ensemble et de leur reposer ces questions-là. Et en fait, en général, en faisant cette démarche vraiment d'enquête en mode enquêteur, investigateur, il y a énormément de choses qui ressortent. Et dans ces cas-là, moi, je dis à mes clients d'être notamment très vigilants auprès du verbatim qu'ils vont utiliser. Donc, quels sont les mots qu'ils emploient pour décrire leur situation, leur blocage, leurs doutes, leurs questions. Parce que euh, on doit, nous, experts, moi, expert de la prospection, vous, expert de l'immobilier, se méfier de quelque chose qui est aussi bien une qualité qu'un défaut, c'est l'expertise. Et le syndrome de l'expert, poussé à l'excès, c'est de réfléchir à la place des autres et de voir les choses sous notre spectre qui voit les choses d'une manière simple. Quand on parle de notre domaine, les choses nous paraissent simples. Et en fait, il y a plein d'éléments à côté duquel on passe si on n'écoute pas attentivement ses prospects, ses clients par rapport à la situation qu'ils vivent. Tu vois ce que je veux dire, Seb? Alors, je vois très très bien parce que j'en ai parlé hier. J'étais hier avec un partenaire qui me parlait, on parlait justement sur cet aspect syndrome de l'expert, par exemple de la terminologie PropTech. La PropTech, ce sont les Ouais. startups de l'immobilier. Mais en Ah fait, ouais, d'accord, ok. tu Ouais. vois, en fait, la PropTech, en vrai, il a fait une enquête auprès de je ne sais combien de milliers d'agents immobiliers. Il y en a trois quarts, ils savent parce que c'est la PropTech. Et c'est OK, Hmm. tu vois. J'en ai souvent parlé avec Rudy, qu'on connaît bien tous les deux en commun, Ouais, ouais. sur est-ce qu'on parle de lead ou est-ce qu'on parle de prospect.
Oui, Bon, ben, pour bah beaucoup oui. d'entrepreneurs, un lead, c'est pas forcément très Ouais. clair. Un prospect, ça l'est beaucoup plus. Mm. Et tu vois, je vais même pousser le bouchon plus loin. Quand j'ai démarré mon activité de formation et que j'ai voulu commencer à écrire des articles de blog, ce genre de choses, j'ai fait ce travail sur les verbatims des conseillers immobiliers. Et ça allait jusqu'à, est-ce que les conseillers immobiliers ils disent comment obtenir un mandat exclusif ou est-ce qu'ils disent comment rentrer un mandat exclusif? Parce que c'est Ah vrai bah que oui, bah c'est moi, j'ai ça. toujours dit rentrer un mandat, etc. Mais peut-être que les gens ne disaient pas rentrer, mais obtenir, tu vois. Et Ouais. c'est pas sans impact sur le travail que tu vas faire après dans la création de ton contenu pour Ouais. coller exactement aux terminologies qui sont utilisées. D'abord pour connecter avec les gens, et puis ensuite pour faire plaisir au moteur de recherche, ce qui est encore un autre sujet, Oui, voilà, mais ouais. où tu vas utiliser vraiment le mot qui est utilisé par les autres, ou te positionner sur un autre mot-clé, pour reprendre encore cet exemple-là, sur comment rentrer un mandat exclusif. La concurrence était trop forte pour un article de blog. Par contre, sur comment obtenir un mandat exclusif, ça l'était moins, ce qui m'a permis de me positionner très vite sur cette requête-là, tu vois. Donc Ouais. ouais, carrément. Et en fait, il y a vraiment un double effet qui se coule dans cette démarche. C'est que, alors non seulement, en fait, ça vous force à vous mettre dans la bonne posture commerciale qui est, mais ça, tu en avais parlé sûrement avec Clémence, et c'est pas le sujet du jour, mais qui est d'écouter plutôt que parler. Ouais. Donc là, c'est un exercice qui te force à aller écouter les clients, etc. Et le deuxième point, le deuxième effet qui se coule, c'est que bah, en allant écouter les gens, en étant vraiment en mode enquête, en étant vraiment en mode investigateur, parce que voilà, j'aimerais travailler avec des gens comme vous et je voudrais du coup juste vous poser quelques questions pour en savoir plus sur comment est-ce que vous gérez des projets IMO. C'est pas un rendez-vous à but commercial, j'ai rien à vous vendre. Je veux vraiment m'intéresser à vous. Eh bien, en fait, ça ouvre beaucoup plus le, les chakras des personnes auxquelles vous parlez. Et donc, du coup, l'effet qui se coule, c'est que, eh bien, ils vous le trouvent vachement intéressant. Et donc, en général, le fait de faire cette démarche, eh bien, ça génère des opportunités derrière. Enfin, j'ai beaucoup de clients, moi, qui se sont retrouvés après avoir fait des enquêtes, comme ça, on appelle ça les enquêtes avatars, avoir fait comme ça des enquêtes, à se retrouver derrière avec des opportunités parce que, eh bien, ouais, les gens, en fait, et vous, vous les premiers, hein, vis-à-vis de toutes les personnes qui vous vendent des choses, etc. Euh, en fait, on se rend vite compte qu'il y a peu de personnes qui s'intéressent vraiment à nous. Mm. Et on a très souvent cette mauvaise impression qu'on s'intéresse plus à notre portefeuille qu'à nous. Et le fait d'être dans cette démarche, et c'est pour ça on parlait tout à l'heure avec, donc Seb, tu parlais tout à l'heure de créer du contenu qui apporte de la valeur, qui répond aux questions, etc. Bah, en fait, être dans cette démarche de générosité, à la fois dans le contenu que vous allez proposer, mais aussi dans l'attention que vous allez accorder, eh bien, cette générosité, ça marche. Ça marche. Pourquoi? Parce que, eh bien, ça vous positionne parmi toute la concurrence comme étant celle qui écoute et s'intéresse vraiment. Et en fait, bizarrement, il y en a très peu qui font vraiment ça. Clairement. Mathieu, le temps passe Ouais, vite. carrément. J'ai deux sujets sur lesquels je voudrais qu'on creuse. Donc là, sur la partie stratégique, on a vu le sens des choses, la motivation qu'il y a derrière. On a vu la cible. On a vu à quel Le point il faut discours. aller en profondeur Mm. sur les besoins de cette cible, ses peurs, ses frustrations, etc. Dans une stratégie, je voudrais qu'on parle de l'aspect objectif des choses. Yes. Comment est-ce que tu travailles avec tes clients sur la définition? Vous m'avez beaucoup entendu parler ici, pour ceux qui me suivent de longue date, du nombre d'or pour un conseiller immobilier, c'est-à-dire Mm. combien de rendez-vous vendeurs générés pour être certain d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires. Mathieu, comment est-ce que toi, tu travailles sur les aspects objectifs? Et ensuite, je vais vouloir qu'on parle d'un sujet, et je le dis, enfin un peu de teaser pour les autres, sur lequel tu interviens souvent, c'est le sujet de la routine aussi de prospection. Ouais. Donc l'objectif et la routine, c'est deux sujets que je voudrais qu'on aborde. Sur l'aspect objectif, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, moi, bizarrement, je parle pas forcément beaucoup d'objectifs avec mes clients. Enfin, en tout cas, je parle pas forcément beaucoup de taux de transfert, etc. Parce que les clients avec lesquels je bosse, en général, sont trop tôt dans leur processus de prospection. Tu vois, et par rapport à leur activité, ils n'ont pas forcément une idée claire sur comme ils n'ont pas encore une offre et tout, machin. Donc, du coup, ça fait qu'on est trop loin d'un objectif. Donc, je n'en parle pas forcément avec tous. Par contre, dès qu'on a une offre, et c'est votre cas à vous en tant qu'agent immobilier, puisque votre offre de service, elle est très claire, le besoin, il est très clair, etc. Là, du coup, on en vient à une question qui est de se dire, bon, bah, le nombre d'or, on ne va pas y revenir dessus, mais c'est super important d'avoir en tête ces métriques. Donc, ces indicateurs clés de performance pour toujours être dans le mouvement.
Moi, en prospection, je parle de mouvement. C'est le mouvement qui déclenche les opportunités. Si vous n'êtes pas en mouvement, vous n'avez pas d'opportunités. Si vous êtes en mouvement, vous avez des opportunités. Donc, du coup, pour être en mouvement, eh bien, il faut avoir un cap. Ce cap, c'est les objectifs que vous allez vous fixer. Et ces objectifs, comment est-ce qu'on les fixe? Eh bien, on part tout simplement de son historique. Donc, on sait que sur on regarde les rendez-vous clients qu'on a fait. Sur ces rendez-vous, combien ont été transformés en mandat. Ça nous donne du coup un premier niveau de transformation. Et c'est sur ce niveau de transformation bien, qu'on va venir du coup réfléchir à bon, bah, si je veux tirer tel chiffre d'affaires en fin d'année, il faut que je fasse tant de rendez-vous parce que ce nombre de rendez-vous multiplié par le taux de transformation, bien, hop, ça déclenche le chiffre d'affaires. Vraiment, truc purement mathématique. C'est pas pour autant que ça va être exactement ce qui va se passer, mais au moins ça donne un C'est axe. dynamique, bien sûr. C'est de la dynamique, ça donne une direction et ça permet de se dire, OK, est-ce qu'on est dans le juste ou pas? Et ensuite, en fait, on peut encore plus affiner ses objectifs parce que du coup, pour avoir ces rendez-vous, il faut faire X nombre de rencontres ou alors déclencher, enfin voilà, en fonction des outils que vous mettez en place, voilà, il y a des indicateurs qui commencent à se dessiner et qui vous permettent de dire, bon, bah, OK, si je veux tant de rendez-vous, voilà les actions que je dois poser pour pouvoir déclencher ces rendez-vous, moyennant les taux de transformation et de conversion. C'est très très clair et ça nous amène justement au sujet d'après, c'est-à-dire que donc dans le cas du conseil immobilier, donc ce nombre d'or, c'est le nombre de rendez-vous vendeurs à obtenir, mais si on va sur le cran d'en dessous, comme tu l'indiques là, c'est forcément un nombre d'appels à effectuer, c'est forcément Voilà, c'est ça. un nombre de conversations avec des apporteurs d'affaires à avoir, un nombre de Mmh. conversations avec des gens dans notre sphère d'influence, c'est un nombre de gazettes de contenu distribués dans une boîte aux lettres, c'est un nombre de partenariats avec des commerçants, etc., etc., etc. Sachant que tout ça mis bout à bout amène mécaniquement normalement au résultat que l'on vise et on Voilà. va challenger ça à la semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, on va aller regarder est-ce que mon nombre d'or il est atteint? Oui, non. Si oui, Mmh. tant mieux. Sinon, est-ce que j'ai vraiment déployé le plan d'action que je m'étais dit? Si oui, le plan d'action doit changer. Sinon, je remets les bouchées doubles Mmh. la semaine suivante, etc. Ce qui nous permet vraiment de piloter Ouais. notre entreprise en grande proximité. Mmh. Sur ce pilotage, justement, et ces Alors routines, ouais, moi j'intègre un niveau supérieur de pilotage. En gros, tu vois toi tu dis donc à la semaine tu regardes tes métriques, tu te dis OK, bon bah voilà, je vais faire telles actions cette semaine. ouais, Et du coup, je regarde à la fin de semaine, OK, si j'ai fait les actions, et cetera. Par contre, moi, moi, je dis souvent d'intégrer un niveau de pilotage trimestriel, plutôt qu'hebdomadaire. Trimestriel parce que, heu, ça te laisse assez de semaines pour vraiment tirer des conclusions par rapport à une stratégie un peu plus globale, tu vois? En gros, à la semaine, ce que tu dois savoir, c'est, est-ce que tu as fait tes actions? Est-ce que tu les as pas faites, quoi? Et exactement. si tu les as pas faites, pourquoi tu les as pas faites et pouvoir corriger pour la semaine suivante. Mais tu vois, d'une semaine à l'autre, tu dois pas remettre en cause la stratégie, que tu as décidée, parce que sinon, en fait, tu vois, il peut y avoir aussi des semaines où, bon, ben, je sais pas, c'est période de vacances, il y a moins de personnes, machin et tu vois, il y a des facteurs, exogènes parfois qui sont, indépendants de ta volonté ou alors, tu vois, tu sais très bien que, Ouais, tu as eu un moment, perso, très difficile, pendant la semaine et du coup, tu as ouais. été moins dedans ou tu as pas pu le faire et tout machin et donc, je trouve parfois que c'est difficile de dire: «Tu pilotes ton activité à la semaine». Non, en fait, tu pilotes pas ton activité, tu pilotes tes actions. Oui, C'est juste ton volant. oui. Mais par contre, le GPS, tu vois, as posé la direction et c'est dans 90 jours que tu as encore. T'en penses quoi, toi, de ça? Parce que 100% raccord sur le fait qu'on est là pour piloter du coup les actions et que les objectifs, moi je suis aussi sur 90 jours, nous aussi dans l'entreprise on est à 90 jours, c'est un super cycle de travail en termes d'objectifs parce que notre monde est fait sur des cycles de 90 jours pour plein de raisons, les saisons, etc. Et ça correspond à beaucoup de choses, ce sont des cycles qui sont suffisamment courts pour pas laisser l'année nous ouais, échapper, qui ne soient pas trop lointains pour perdre de vue du coup et donner du flou à l'objectif. Donc, c'est mmh, plutôt intéressant de ce point de vue-là. Je mets juste un point de vigilance pour les agents IMO qui font de la vente en cycle long. C'est que ah souvent, ouais, quand on va challenger notre business au trimestre, en fait, le temps de rectifier le tir, c'est de nouveau beaucoup de mmh, temps devant soi. C'est-à-dire que mmh, l'année d'un agent immobilier, par exemple, on sait que
à partir du mois de septembre, tous les compromis que tu vas signer, fin septembre, début octobre, c'est du chiffre d'affaires que tu vas encaisser sur l'année suivante. Ouais. On a 3 mois de décalage. Que les compromis que tu signes sont des mandats de vente que tu as peut-être obtenus 6 semaines avant, 8 semaines avant, etc. Donc, comme on est vraiment sur ce côté cycle long, j'accorde juste un point de vigilance sur, bien évidemment, la direction, il faut qu'elle soit suffisamment lointaine pour pas tout remettre en cause. Et je parlais avec une autre entrepreneur juste avant qu'on se parle sur le point de vigilance à ne pas remettre tout en cause toutes les semaines non plus. Mais je suis 100% d'accord avec toi sur le côté pilotage d'action à la semaine, ça c'est hyper important. Et tu vois, voilà, si on en vient sur le deuxième niveau qui est de se construire, en fait, moi je suis très, j'ai une notion que j'aime bien défendre qui est le principe de routine de Allez, parlons des prospection. routines. Ouais, parlons des routines parce qu'en fait, il y a deux règles, enfin il y a trois règles fondamentales en prospection qu'il faut avoir en tête. La première, c'est la règle universelle de besoin. La règle universelle du besoin, c'est que plus tu as besoin d'un truc, plus ça se sent. Donc plus tu as besoin de clients, plus ça va se sentir au téléphone. Donc en fait, il faut que tu fasses régulièrement de la prospection pour que tu sois le moins souvent dans le besoin. La deuxième règle, c'est les 30-90. C'est que ce que tu vas faire pendant 30 jours va avoir un impact sur les 90 jours qui suivent. Donc, si tu prospectes pendant 30 jours, en fait, ça va déclencher des opportunités sur les 90 jours qui suivent parce que tu commences à appeler des gens, etc., machin, c'était pas le bon moment et en fait, tu les rappelles 3 semaines plus tard et en fait, tu avais bien fait de les appeler, machin, parce que du coup, tu les as après pile poil au bon moment ou alors, ça active le bouche à oreille, machin et tout. Tu fais du contenu, tu relances des partenaires, etc. Et puis, voilà, en fait, tu es toujours dans le juste. Par contre, si pendant 30 jours, tu arrêtes de prospecter parce que tu as beaucoup de taf, tu as beaucoup de prod, tu as beaucoup de trucs à gérer, etc., en gros, tu vas te manger les doigts pendant 90 jours parce que tu n'as pas actionné ce réservoir. Et il y en a une troisième, mais que j'oublie tout le temps, donc du coup, je ne vais pas la dire. Et donc, c'est pas grave, je sais pour avoir déjà échangé avec dans d'autres masterclass, enfin, pas que je connaisse la règle, mais est-ce qu'il y a quelque chose ensuite sur la manière de venir inscrire Ah cette oui, c'est routine dans dans un Pipe. agenda quotidien ou... Alors ouais, en fait, la troisième, j'ai la troisième règle et je réponds à ta question après. En gros, la troisième règle, c'est de remplir le pipe avec toutes les opportunités qui sortent. Donc, Oui. quand tu disais, tu vois, le nombre d'or, il faut que tu fasses tant d'appels pour avoir le nombre de rendez-vous que tu vises. En fait, sur la base des personnes que tu vas appeler, dès que tu as un rendez-vous qui sort de ton pipe commercial, il faut que tu te dises, dès que j'ai un rendez-vous qui sort de mon pipe, il faut que j'appelle 3 ou 4 fois le nombre de 3 ou 4 personnes. Parce que sur ces 3 ou 4 personnes, du coup, ça va me re-remplir de nouveau. Donc, il y a un peu cette règle. Pour l'analogie par rapport aux agents immobiliers, pour ça, c'est le stock de mandats à la vente, en fait. C'est-à-dire que souvent, on a beaucoup de conseillers immobiliers qui parlent d'une activité irrégulière, mais en vrai, ce qui se passe, c'est que quand tu déstockes en mandat parce que tu as signé des compromis de vente, tu es trop occupé à gérer tes compromis, tes diagnostiqueurs, ton notaire, etc., que tu ne remplis pas ce que tu appelles ton pipe. Voilà, c'est ça. Opportunité derrière et tu te retrouves à pas compenser l'érosion naturelle de ton portefeuille. Oui, voilà. Il y a une érosion, il y en a moins parce que tant mieux pour vous, il y a des ventes, mais s'il ne rentre pas ce qui sort quelque part, ça ne nous permet pas de maintenir notre activité à flot. Voilà. Et donc, du coup, en fait, sur la base de ces 3 règles, la meilleure mécanique que moi j'ai trouvé, vraiment le truc le plus simple, c'est de faire de la prospection une hygiène de vie professionnelle. Donc, à l'instar j'espère que tous les jours vous prenez une douche ou un bain, hein, c'est selon. Je ne juge pas, mais voilà, l'idée c'est que tous les jours, vous fassiez votre prospection et que votre prospection, c'est un peu ce qui va venir rendre plus propre votre business. Parce que du coup, vous nettoyez l'érosion, vous réalimentez en sébum, machin et tout. J'ai aucune notion de. Je suis parti dans cette image, mais j'ai dans une analogie que tu ne maîtrises de toute je ne évidence. maîtrise pas du tout. Il faut d'ailleurs que j'apprenne à la maîtriser, ça peut être intéressant. Bref, l'idée en fait, c'est que pour que vous le transformiez en cette idée de prospection en une vraie hygiène de vie,
un outil intéressant, c'est la construction d'un rituel ou d'une routine. Un rituel ou une routine, en gros, c'est un truc qui arrive mécaniquement dans votre agenda quotidien tous les jours. Vous n'avez pas à réfléchir, vous savez que vous avez à le faire et point final, en fait. Et vous commencez ou finissez votre journée par ça. Moi, je vous conseille d'abord plutôt de commencer par ça. Heu, Vous commencez par votre prospection. Tac, vous avez, X actions à faire par jour et tant que vous les avez pas faites, ben, votre routine, elle est pas terminée. Mais le fait d'avoir inclus ça dans votre agenda comme une plage qui revient de jour en jour, heu et peu importe ce qui se passe, vous savez que vous avez à la faire, eh bien, ça sécurise votre business. Et en plus, c'est beaucoup plus digeste parce que tu vois, là, on est en train de travailler sur une nouvelle formation sur la prospection et j'ai inscrit justement dans des slides sur ce sujet. C'est que si je vous dis, vous, conseiller immobilier, puis on a une question de Nadia et Dory auquel je voudrais qu'on réponde juste après, mais si je vous dis, ce mois-ci, pour atteindre vos objectifs, il faut que vous fassiez 50 appels sur la pige, que vous Ouais, voilà. appeliez 20 personnes dans votre réseau, que vous alliez voir 12 commerçants, etc. Vous allez me dire, mais c'est Ouais, impossible. c'est quand est-ce que je le fais? Ouais. Par contre, si je vous dis, en fait, il faut que vous passiez 2 appels par jour, il faut Ouais, que c'est vous ça. appeliez une personne dans votre répertoire et que vous distribuiez 30 gazettes dans une boîte aux lettres, vous allez me dire, ah non, mais ça, je suis capable de le faire tous les jours. Et à l'arrivée, avec la force de l'effet cumulé, hein, et je vous Ah invite ouais. à lire le livre L'effet cumulé, avec la force de l'effet cumulé, ben, en fait, en vrai, en fin de mois, tu as appelé 70 personnes, tu as fait ce que tu devais faire pour atteindre tes objectifs. Donc, en plus, c'est beaucoup plus digeste comme ça Ouais. d'en faire une routine quotidienne. Et du coup, c'est vraiment tous mes clients qui ont mis ça en place, à chaque fois, ça marche parce que au final, c'est un truc que tu peux faire même quand tu es, même quand tu as un gros truc de prod. Et en fait, c'est, Mm. à la rigueur même si tu sautes un jour, et bien, c'est pas trop grave parce qu'en fait, un jour, c'est juste un ou 2 appels, bah, tu les reprends le lendemain et ça va, ça se gère, ça se compense. Par contre, quand tu te dis: «Je fais des grosses plages de prospection Ouais. une fois par semaine», bah, en fait, si cette semaine-là, tu as pas le temps parce que, voilà, le quotidien, machin et tout, fait que des fois, on n'a pas le temps, et bien, ça veut dire que la semaine suivante, tu es obligé de te taper un énorme truc et du coup, tu vas pas le En faire. vrai, tu le fais pas. Ouais. En vrai, tu le fais pas, on sait très bien. Donc le fait de décomposer comme ça en plein de micro-actions et vous avez vraiment l'opportunité de pouvoir décomposer, de pouvoir trouver ces micros-actions et vous pouvez même et après ce qui est intéressant autour de la routine, c'est de se créer un petit jeu, de se faire vraiment, moment plaisir pour soi et tout. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est, voilà, si tous les matins vous avez l'habitude de prendre votre café et cetera, ben, vous vous dites: «OK, je prends mon café quand j'ai fini ma routine» et en fait, votre café devient la récompense de votre routine et donc du coup, ça devient un jeu. Ou alors vous avez, plein de trucs qui vous permettent de transformer cette routine en un jeu, heu où vous allez, heu enfin bon, il y a des trucs, je vais rentrer trop dans les détails. Non, non, Alors qu'il y a plein de c'est questions. hyper intéressant. Puis on a des questions, donc c'est chouette. Ouais. Alors, il y a une question de Nadia qui n'est pas directement liée à la prospection, mais qui est intéressante quand même. J'ai mon avis, je vais te laisser répondre aussi. Au bout de combien Vas-y. d'objections considérez-vous que le client ne donnera pas suite? Alors ça, je pense que tu seras mieux placé que moi pour y répondre, Mhm. par rapport à l'immobilier. Moi, je pense que faut bien distinguer l'objection liée à ta proposition et l'objection liée à la prospection. En vrai, quand tu es en prospection et qu'on te dit, «Bah, ça ne m'intéresse pas», hem, ce que vous proposez ne m'intéresse pas, heu, c'est souvent, c'est souvent, très inhérent à «ça n'est pas le moment» ou «ça ne m'intéresse pas pour le moment» ou «la façon dont vous me le présentez ne m'intéresse pas», ou alors voilà, je me rends pas compte que, ça peut m'intéresser. Donc en vrai, c'est pas tant au bout de combien d'objections, c'est plus une question de temporalité, tu vois? C'est de se dire, bah, par rapport à un projet IMO, c'est un truc qui prend du temps de vendre le bien et moi, ce que je me dirais, c'est, bah, tant que la personne, elle l'a pas vendu dans le temps qu'elle voulait et dans les conditions qu'elle le voulait, bah, du coup, tu peux toujours lui proposer tes services. Par contre, il faut pas lui proposer de la même façon à chaque fois. C'est surtout ça, en fait, le truc. Enfin, Après, c'est parce qu'on n'a pas le contexte dans lequel Nadia ouais, l'évoque, mais Nadia, une objection, c'est une marque d'intérêt. Donc en fait,
tant qu'il y a des objections, c'est bon signe. Tu es dans le game, quoi, tu vois. Donc, en fait, quand il n'y a plus d'objections et que le client dit non, là, potentiellement, c'est fini. Mais tant qu'il y a des objections, au contraire, ce sont autant de potentialités de repréciser ton propos. Si tu parles d'objections, par exemple, lorsque tu es en rendez-vous pour obtenir un mandat exclusif, etc., c'est juste autant d'occasions de revenir sur un point que tu n'as peut-être pas bien abordé ou pas par pas de la bonne manière, etc., etc. Donc, en vrai, une objection, c'est une super bonne nouvelle. C'est-à-dire que le client, il est toujours là avec toi et il est toujours OK pour continuer de creuser le sujet avec toi. Donc, c'est plutôt les objections sont plutôt des bonnes nouvelles. C'est quand il n'y en a plus et que c'est pas un oui que c'est plus gênant. Ouais. Ori, Mathieu, quel est pour toi le rythme de rappel au-dessus duquel tu trouves qu'on devient intrusif? Et pour toi, est-ce qu'un mail, un SMS et un appel sont autant intrusifs l'un que l'autre? Oui, je sais, il y a 2 questions, c'est ma technique, dit Ori. Pas mal, bien joué, Ori. Donc du coup, la question de relance, alors ça, c'est un truc, je sais qu'on en avait déjà pas mal parlé aussi à Seb, on peut faire un live entier à ce sujet-là. Donc déjà, faut re-questionner le sujet de intrusif. Parce que que ça soit un appel ou un SMS ou 15 appels, 15 SMS, dans tous les cas, c'est intrusif. Donc, il faut accepter ça. La prospection, c'est il y a un moment où vous interrompez la personne. La personne, elle vous a pas invité à venir prendre le café chez elle. Elle vous connaissait pas, etc. Donc, de manière générale, votre démarche est votre démarche, c'est d'interrompre le quotidien de quelqu'un. Mais donc, du coup, moi, il y a un truc que je dis. Intrusif, c'est quand on te déteste encore plus qu'avant l'appel. D'accord, ok. Donc, d'accord. Donc, on va par rapport à ça, ça marche. Donc, c'est le côté harceleur. C'est pas tomber dans le harcèlement. Donc, moi, le truc que je dis souvent par rapport à la prospection, c'est d'accepter le fait qu'on va interrompre la personne. Et donc, du coup, il faut se montrer encore plus respectueux du temps, du micro-temps qu'elle va nous accorder. Donc, du coup, pour ça, c'est d'être très clair, très direct, très franc, très honnête et transparent dans sa démarche. Le pire, en fait, que vous puissiez faire, c'est, moi, je trouve, hein, personnellement, c'est de tenir la jambe à quelqu'un qui, voilà, n'a pas le temps et effectivement dans d'autres trucs, etc. et qui. Alors, je suis désolé. C'est Chronopost. C'est Chronopost. Je reviens dans 2 secondes. Vas-y. T'inquiète pas. J'ai de quoi meubler, t'inquiète pas. Du coup, Ori, par contre, le chien, je ne peux pas le faire taire. Du coup, Ori, par rapport à ce que tu partageais là et ce que Mathieu disait, pour moi, en fait, il n'y a pas d'intrusivité. Et je pense que ça va répondre à la question aussi que nous posait c'est Sophie sur quand les gens ne sont pas accueillants ou pas ouverts, etc. En vrai, l'intrusivité n'est un sujet qu'à partir du moment où ce que tu racontes, et c'est ce que tu dis quand tu dis on te déteste encore plus qu'avant l'appel, c'est quand le contact avec la personne n'apporte aucune valeur. La seule chose qui vous protège et qui vous permet d'être plus fréquent en prospection, plus régulier et de pouvoir revenir, c'est quand effectivement, à la fin de la conversation, du SMS, de l'email, de la vidéo, peu importe, ça a apporté de la valeur à ton interlocuteur. Je sais que c'est très facile à dire, mais si vous n'apportez pas de la valeur aux gens auxquels vous vous adressez, forcément, c'est vécu comme une intrusivité, dès le premier appel finalement. Et ce n'est pas la question de 1, de 2, de 3, de 15 ou de 20 relances, c'est la question de est-ce que là, le contact, il m'a apporté de la valeur ou non. J'ai beaucoup de conseillers immobiliers, et ça va répondre aussi à la question de Sophie, il y a beaucoup de conseillers immobiliers qu'on accompagne aujourd'hui qui nous disent qu'ils ont des prospects qui attendent leur gazette, un contenu dans une boîte aux lettres, qui leur disent mais c'est merci, bravo, c'est original. Hier encore, on a eu un témoignage dans la communauté de quelqu'un un papy qui du coup après s'est mis à la fenêtre, il a dit super votre contenu, etc., etc. Alors qu'on nous dit que les boîtes aux lettres sont mortes. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que chaque contenu, chaque information, chaque contact, chaque appel, chaque SMS apporte de la valeur. Et là, c'est plus intrusif, même au bout de 3, 4, 5, 10, 20 relances. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça aujourd'hui le sujet, ouais.
Et effectivement, enfin, et ça s'applique à tous les métiers, mais je trouve que c'est encore plus important de l'avoir en tête quand on est agent IMO, parce que du coup, vous avez euh, euh, toute l'image qu'on se fait de vous, de votre métier, etc. Et donc, vous faites face à cette résistance dès le départ. Et c'est d'autant plus important d'être effectivement euh, dans la question de OK, bon, bah, je vais, apporter de la valeur, mais la valeur, ça peut être effectivement de poser la bonne question qui va permettre derrière de pouvoir donner un conseil ou donner de la matière. Euh, si quelqu'un, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que de prime abord, quand on ne vous connaît pas, quand on ne vous fait pas confiance, quand on ne sait pas qui vous êtes, proposer ces services, alors que on ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam et qu'on ne sait pas qui vous êtes et qu'on n'a même pas perçu le moindre soupçon de valeur que vous pouvez apporter, bah en fait, c'est ça qui rend une approche, Bien sûr. intrusive. Alors, Après, de manière très pragmatique, sur la deuxième partie de la question d'Ori, oui, effectivement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un email, c'est au mieux 25% de taux d'ouverture. Donc, bah, OK, c'est peut-être moins intrusif, mais c'est aussi moins efficace. Un appel téléphonique, très sincèrement, je réponds plus beaucoup vraiment au téléphone si je sais pas qui, quoi, comment, c'est compliqué. Donc le SMS, c'est une bonne option. Puis on a Christelle qui est une membre de notre programme aussi qui partage que voilà, même avec des SMS sur des gens qui sont sur de la pige et qui ont mis actuellement leur bien à la vente et qui veulent se passer d'un agent immobilier, on est tout à fait bien reçu. Encore une fois, bah lorsque ouais. ce contact, il apporte du contenu, il Mmh, apporte une information qui à un moment donné fait avancer les gens dans leur projet. Bon, on avait mmh. Valérie qui nous disait bon, c'est une prospection intrusive, ce coup de sonnette. Euh, que tu as eu à la porte, Mathieu. Ah Euh, oui, bah ouais, voilà, ouais, c'est ça. voilà, Marie-Pierre qui nous témoigne. Donc, certaines personnes ont l'impression qu'on vient les voler et non les aider avant de proposer les services. Euh, c'est totalement ça. Il faut d'abord créer la relation de confiance avant de proposer ses services. Ouais, Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mathieu, 52 minutes. Encore une fois, c'est sur des sujets, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. ouais. On va passer à nos 3 dernières questions rapides habituelles et c'est le temps que je vous propose de prendre tous ceux qui nous écoutent pour poser une dernière question ou un dernier commentaire pour Mathieu et puis liker cette vidéo. J'en profite également pour vous rappeler qu'on vient de lancer la billetterie pour l'événement Rassemblimo 2021, qui sera donc sous format d'un sommet en ligne, donc un peu différent de ce qui était prévu au départ. Vous avez un lien qui se trouve dans le descriptif de cette interview, que vous la regardez maintenant ou tout à l'heure en replay. Vous cliquez dessus et vous avez accès du coup à la billetterie pour acheter votre place pour l'événement. On a prévu du très très lourd au niveau des invités. Alors, je dénigre pas Mathieu, tu étais là l'année dernière, mais on est encore monté d'un cran sur les invités. Vous allez voir, le format est totalement inédit. Vous n'avez encore jamais vu ça. On sera en studio Mmh. à Paris, dans des très très beaux studios, et on va streamer tout ça en live dans une plateforme qui vous sera dédiée avec un espace membre aux couleurs de l'événement. Enfin, on va faire du très très lourd. Donc voilà, c'est l'occasion de cliquer sur le lien qui se trouve en descriptif et d'acheter votre billet pour cet événement qui aura lieu le 25 mars prochain, toute la journée. Et si vous n'êtes pas dispo, vous verrez, il y a une option si vous voulez accéder au replay et au PDF des interventions. Mathieu, les 3 dernières petites questions rapides de nos interviews habituellement, et je ne les ai pas envoyées avant pour préparation, donc tant pis Ouais, pour toi. c'est Euh, gentil. voilà. La première, c'est quoi ton rapport à titre très personnel au logement? Ah, bah écoute, moi, à titre très perso, on est devenu propriétaire il y a 2 ans avec ma femme et c'était un peu enfin tu vois, moi le logement, c'est un projet c'est vraiment un projet de vie quoi, tu vois, on a acheté ce logement parce qu'on avait cette idée de famille derrière. On a acheté le logement. Ma femme était enceinte de 2 mois de notre première. On a eu notre deuxième. On est en train voilà, de réfléchir pourquoi pas, bah, tu vois, à la suite. Et forcément, ça va avec le logement, avec Ouais, l'habitation. Donc du coup, ouais, pour moi, le logement, c'est projet de vie. ok. Sur deuxième question, l'agent immobilier idéal en un mot, la qualité numéro une, Ah, voilà, ce serait quoi? pour moi, vraiment, la qualité numéro une, je pense vraiment que la qualité numéro une, c'est la générosité. Tu vois, moi, je visualise vraiment. Euh,
pour la peine, en fait, notre maison, on ne l'a pas achetée avec un agent IMO. Et la raison, elle est très simple. C'est que les agents IMO auxquels on avait affaire étaient juste là pour nous présenter les biens, tu sais. Hmm. Et donc, du coup, bah, ouais, au final, c'était pas très clair par rapport au projet et tout. Donc, ils étaient très sympas. Mais pour moi, la sympathie, c'est pas suffisant. Faut que ça aille un cran plus loin, donc dans la générosité, c'est-à-dire de vraiment montrer que, OK, par rapport à votre projet, je vais trouver le truc, je vais trouver la solution, je vais trouver le machin, je m'implique et je m'implique aussi dans les conseils, dans les trucs. Et j'essaye pas de faire rentrer tu vois, Dans des le carrés, quoi. pied ouais, voilà, dans les carrés. Donc moi, ouais, c'est vraiment le côté générosité. Et puis, dernière question. Alors, je vais répondre à Émilie. Donc, Émilie nous dit si ça monte en gamme l'année prochaine, on devrait être présent pour ce rassemblement au Ori. Donc, Ori précise en plus derrière que j'ai peut-être pas le budget nécessaire. Émilie et Ori, on va démarrer par une room sur Clubhouse demain soir. C'est déjà pas mal. Et puis, si ça fonctionne bien sur notre room Clubhouse, on réfléchira pour rassemblement C'est bon. 2022. Parce que Émilie ne sait pas encore, mais je la retrouve à Toulouse demain parce que je délivre une formation pour ses équipes. Oh, Et, enfin, si, yeah! ça, elle sait que je débarque, mais elle ne sait pas Ah, encore qu'elle va co-animer avec moi la room sur Clubhouse demain soir. Donc, du coup, elle j'adore. vient de le découvrir. Et troisième, du coup, question, Mathieu, est-ce que tu as une ressource, un livre à recommander aux agents IMO qui nous écoutent? Ouais, alors moi c'est un bouquin en matière de prospection, je le recommande vivement. Alors il est en anglais, il y a pas la version française. C'est Fanatical Prospecting de Jeb Blunt. Je ne connais pas, ok. Je Ouais, connaissais qui James est Blunt, mais c'est pas le même. C'est Jeb Blunt. c'est la version de James Blunt, mais en business. Ok. Alors, Jeb Blunt, Fanatical Prospecting, qui est vraiment une bible en matière de prospection, dans la méthodologie, dans l'organisation et dans le mindset, enfin vraiment très très puissant. Ok. Et en fait, je l'ai redécouvert cette année et, ça fait vraiment du bien. C'est vraiment avec Guy Tomer, moi, c'est Jeb Blunt et Guy Tomer sont vraiment les deux pontes de la vente et de la prospection pour moi. Guy Tomer plus sur l'approche état d'esprit et Jeb Blunt plus sur l'approche organisation, process, script, etc. Donc, je recommande Jeb Blunt, Fanatical Prospecting. Écoute, c'est noté. Merci pour tout ça, Mathieu. Allez, un dernier commentaire, s'il vous plaît, si vous êtes en train de nous regarder en live, voilà, pour interagir une dernière fois avec Mathieu. Mathieu, merci beaucoup pour le temps accordé pendant cette presque heure ensemble. Ouais. Ce fut long, mais ce fut bon. Donc, merci en tout cas beaucoup, Mathieu, pour tout ça. Encore une fois, merci à tous pour votre. C'est bien. Ben, on parle de routine, tu vois. Ori, il a inscrit dans sa Oui. routine le Voilà, bah, c'est mardi très bien. à 9h, Mardi à 9h. c'est le live. Très bien. Vous étiez une cinquantaine à être présents aujourd'hui en live. Merci Cool. encore une fois beaucoup à tous pour votre fidélité à ce rendez-vous. J'aimerais encore une fois vous donner le nom de mon invité de la semaine prochaine, mais je ne l'ai toujours pas. Et Mathieu, encore une fois, a fait partie de ceux qui me dépannent 2 ou 3 jours avant la date. Donc, je ne sais toujours pas qui sera notre invité de la semaine prochaine, mais à n'en pas douter, ce sera encore une interview très, De qualité. très, très inspirante. Et puis voilà, puis on aura plaisir à vous retrouver pour le sommet en ligne Rassemblimo à la fin du mois et puis pour plein d'autres projets cette année. Merci beaucoup pour votre fidélité dans ce groupe Rassemblimo. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Mathieu, merci encore beaucoup pour le temps accordé. Merci à Euh, vous tous. c'était chouette de passer ce moment avec toi et puis avec ton chien. Et puis on se retrouve très vite, vous tous, Ouais. ici ou ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Belle journée à vous. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà.